Je suis en train de lire des originaux, des documents originaux qui n'ont été vus par personne. Personne ne les a classés. Et c'est la propriétaire de ces archives qui m'a demandé de faire ce classement, ce qui me réjouit particulièrement parce qu'il s'agit d'actes forésiens, mais en même temps d'actes qui sont du XIIIe siècle. Ces actes sur lesquels nous avons tellement peiné, sur lesquels on a tellement travaillé et qui nous permettent de savoir ce qui se passait en forêt à cette époque. Alors en particulier, un acte comme celui-ci, qui est de 1252, nous permet de comprendre le mécanisme qui a permis tardivement à tout le système seigneurial de se parfaire et de s'installer dans les coins où il ne l'était pas. Nous n'avons pas en forêt d'actes antérieurs à l'an 1000, très peu. Je peux dire que je suis forésienne, je ne sais pas, à 200%, puisque la famille de papa, 1368 le premier, la famille de ma mère, 1388, ici même. Et ma mère était née en 1885 dans le moulin où le premier de la famille est cité en 1388. Alors on a l'impression, ça vous donne une impression d'être accroché à la terre. J'ai des cousins partout. Si je gratte tout le monde, nous sommes tous cousins. Et je connais les gens du Moyen-Âge, aussi bien que je connais les gens qui vivent en 1986. Il n'y a pas d'interruption entre les vieux du XIIe siècle ou du XIIIe siècle et ceux qui vivent maintenant. C'est le beau temps, turlurlure. Je ne choisirais pas d'autre vie que celle que j'ai eue. Je trouve que j'ai eu une chance inouïe. La chance d'avoir un père et une mère comme j'avais. La chance d'avoir pu apprendre tout ce que j'ai appris. La chance d'avoir eu des professeurs, des maîtres qui m'ont ouvert les yeux. Et la chance inouïe de pouvoir faire passer ce que je savais. Bien sûr. C'est que je pense tout de même être à la fin de ma vie. Je ne vous dis pas que je vais mourir demain matin, mais enfin, dans 50 ans, ça sera terminé. Je crois que je mourrai sans aucune espèce de regret. En ayant l'impression d'avoir donné tout ce que je pouvais donner. Et ça, c'est un sentiment de très grande satisfaction. Ne rien garder pour soi, partir de l'autre côté en s'étant dépouillé de tout ce qu'on a acquis petit à petit. On ne doit rien emporter. Tout ce qu'on a acquis, on doit le donner. C'est tout à fait le sens de la mort du Moyen-Âge. Compère et commère, c'est comme ça qu'on disait au Moyen-Âge. Vous êtes réunis dans l'église, il ne faut pas vous étonner. Parce que c'est un des grands rôles de l'Église au Moyen-Âge, de venir en aide à ceux qui sont sur la route. Il y a des auberges au Moyen-Âge, des endroits où on peut manger, si vous voulez, mais il n'y a pas d'hôtel. Pas d'hôtel au sens où nous l'entendons. On ne peut pas coucher. Il n'y a pas d'hôtel. Alors si on a un cousin ou un tonton, on va coucher chez lui. Mais quand on est sur la route et qu'on est en voyage, il n'y a qu'un endroit où on est accueilli, c'est l'église. Il ne faut pas imaginer qu'au Moyen-Âge, les gens marchent avec les mains jointes et l'œil levé vers le ciel. Le ciel, c'est bien joli, mais au Moyen-Âge, on a les pieds sur la terre. On est paysans. Et on aime bien les farces. Vous savez bien combien les paysans et les ruraux en général, on aime se raconter les histoires du village. Eh bien, quand on se rencontre, dis donc, tu sais que la Toinette,
Elle a eu un accident, elle s'est cassé le bras. Oh, et tu sais que le Pierre, il est parti au service militaire. Et le petit de la Jeannette, tu sais qu'il a eu les oreillons. C'est le genre de choses que nous aimons dire. C'est les bruits du village. Et ça, nous le faisons encore maintenant. Eh bien, au Moyen-Âge, on aimait beaucoup ce genre d'histoire, comme on aimait énormément se faire des farces. Chez nous, en forêt comme en Lyonnais, on faisait une grosse farce qui s'appelait la fête de l'âne. Une semaine à peu près avant le carnaval, les gens se réunissaient dans l'église, comme ils se réunissent ce soir. Et ils élisaient, à main levée, le mari le plus trompé du village. Et ça ne surprenait personne. Quand on vit dans le village, on connaît ce genre de choses à longueur de temps. Ça peut nous surprendre, parce qu'enfin, on n'aurait pas l'idée de faire ça maintenant, mais au Moyen-Âge, on trouvait tout à fait normal qu'il aille jusqu'à l'église et qu'à l'église, il soit accueilli par monsieur le curé lui-même, qui lui faisait un sermon en lui expliquant que s'il avait connu une triste aventure ce jour-là, si on s'était moqué de lui, c'est parce qu'il était vraiment coupable. Il n'était pas occupé de sa femme, comme il aurait dû. Peut-être l'avait-il battu, peut-être l'avait-il fait trop travailler. Il méritait donc d'être puni, et s'il venait jusqu'à l'église, c'était pour recevoir le pardon qu'avait mérité sa négligence. Et presque pendant 5 siècles, on a eu l'habitude chez nous de faire cette fête de l'âne. Ici, je me fais l'impression d'être le comte de Forêt regardant l'Auvergne, ce pourquoi avait été construite cette magnifique forteresse. Les voisins auvergnats étaient juste devant nous et il fallait soit les prévenir en faisant du feu du sommet du donjon, soit au contraire leur montrer qu'on était là et que le Forêt était une province avec laquelle il fallait compter. Le comte de Forêt avait tout autant de pouvoir qu'un roi. Il était un chef d'État totalement indépendant et c'est une des choses qu'il faut savoir pour notre province. Notre comte de Forêt, notre chef d'État, a maintenu cette petite province et médiocre. Ce n'est pas une grande province très riche, mais c'est une province qui est restée indépendante jusqu'en 1532. Nous ne savions pas ce qu'était le roi, nous ne savions pas ce qu'était l'empereur d'Allemagne. Nous ne connaissions que notre chef d'État, le comte de Forêt, avec tous les pouvoirs d'un souverain.
Ceux qui prenaient la garde ici étaient des hommes d'armes chevronnés. Il fallait qu'ils connaissent bien l'art de la guerre si jamais ils étaient attaqués. Il ne s'agissait donc pas de paysans qui montaient sur la forteresse. Aucun paysan au Moyen-Âge ne fait la guerre. Le paysan est un homme qui est paisible, qui ne part jamais à la guerre et qui sait que c'est son seigneur, c'est-à-dire le chef d'État, et les hommes d'armes, les chevaliers et les donzos qui vont faire la guerre. Et on imagine très bien ce que devait être la vie dans cette forteresse quand il y avait 100 ou 150 personnes entassées là avec les bêtes pour se mettre à l'abri des coups de main des pillards. Le donjon ici a encore 3 étages, mais il y a certainement 2 étages qui ont sauté. Du sommet de ce donjon, on avait une vue circulaire extraordinaire et la porte qui pénétrait dans le donjon était la seule entrée possible dans la forteresse. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que cette forteresse, ce donjon, qui est des environs de l'an 1000, a déjà comme porte d'entrée une porte en forme d'ogive. On voit encore sur le mur la trace d'un petit balcon en bois qui permettait de là-haut de jeter sur la tête des assaillants éventuels des quartiers de roche ou de la poix enflammée. Je parle de la poix enflammée parce que les livres d'histoire parlent toujours d'huile bouillante. On ne jetait pas d'huile bouillante sur les gens. L'huile, ça coûte cher. Et lancée de là-haut, l'huile serait arrivée tiède sur la tête des assaillants, ce qui leur aurait fait très peu d'effet, tandis que de la poix enflammée, ça enflamme les vêtements, ça fait énormément de mal. Nous n'avons jamais trouvé dans un texte, même un texte religieux, la moindre allusion à la peur de l'an 1000. Jamais. Et surtout, il y a une chose qui est encore plus étonnante. À cette époque-là, aux environs de l'an 1000, les actes ne sont jamais datés de l'an 1, de l'an 10, de l'an 1000. Les actes sont datés par référence aux années de la papauté. C'est la 13e année du pape Innocent II, etc. Donc, les gens du peuple, mes grands-pères, qui ne savaient pas lire, ne risquaient pas de savoir qu'on était en l'an 1000 et qu'on a eu peur parce qu'on a cru à la fin du monde. À force de manier des textes, surtout si on manie les textes d'une seule province, on connaît les gens du Moyen-Âge et on les connaît aussi bien qu'on connaît les gens de notre époque. On sait, par exemple, que Pierre de Marcilly, qui vivait en 1210, qui était chevalier, on sait que c'était un homme parfaitement intègre. On sait que c'était un bon ménager qui a pris soin des finances du comté pendant que le comte de Forêt était à la croisade. Mais on sait aussi qu'il était parfaitement ambitieux et que quand le comte lui a donné la possibilité de se créer une seigneurie, il a, si j'ose dire, fait suer le Burnou d'une façon extraordinaire. J'ai l'impression que si je rencontrais Pierre de Marcilly tout à l'heure, je le reconnaîtrais très facilement et que je saurais très bien de quoi lui parler. Et je trouve tout à fait admirable de penser que ici, à Pommiers, les paysans du coin, en 1260, promettent de ne pas aller braconner dans des bois réservés aux comtes. Mais que, en revanche, le comte leur dit, si par hasard il y a une bête, un chevreuil, une biche, un cerf qui s'échappe de la forêt, vous avez tout à fait le droit de la renvoyer dans la forêt. Et si vous la tuez, mais que vous jurez ne pas l'avoir fait exprès, eh bien, non seulement vous serez absous, mais vous mangerez la viande de la bête que vous avez tuée. On reconnaît, je ne sais pas, il y a un frémissement intérieur qui vous dit, ça n'a pas changé. Les gens de la campagne sont comme ils étaient il y a 700 ans ou 800 ans. Les paysans de Pommiers en 1260, les paysans de Pommiers maintenant, c'est la même chose. Les vêtements ont pu changer,
pas l'âme, pas l'esprit, pas ce qui fait la vérité profonde des gens. Sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit Janusium. Nobis datus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus sparso verbis semine, suimo in À gauche, hein. Sur la droite. Un peu plus au milieu, là. Comme d'abord. Non. La fait suivre. Ouais, mais t'as vu comment je fais? C'est du bel empoisonnage, là. C'est la glisse, il n'y a rien. Ah oui, mais la grille de derrière, faut pas toucher. Hein. On dirait des sous-marins qui émergent. Ça se passe bien aujourd'hui, la pêche, c'est pas trop embêtant. Le vent du midi, ça vous gêne pas trop. Elles descendent bien, mais il n'est pas complètement vidé. Hein, vers le fossé de Bonde apparaît pas. Il a un quart d'heure d'eau une fois dégrillé. Oui, oui, oui. Et les carpes font combien? Entre 1200 et 2 kilos à peu 1200 et 2 kilos, oui, il y en a qui sont belles. Oui, c'est une belle carpe cuir. Oui. Alors tous ces étangs-là, ils datent du Moyen-Âge et on avait besoin au Moyen-Âge d'énormément de poissons. Mais la pêche se passait exactement comme ça. Oui. On a les textes. Mais sans filet quand même. On mettait pas de filet, mais on Ça puisait n'existait pas. avec les épuisettes. Voilà. Ils avaient quand même des tramaillets. Hein. Oui. Ils avaient des tramaillets, mais au lieu d'avoir les filets comme ça, ils mettaient ce qu'ils appelaient des passières. Le carême, la banque. C'était vraiment absolument sans viande. Et puis comme il n'y avait pas du tout de légumes, ou très peu, en dehors des choux, des raves et des pois, alors Pas de on viande. mangeait de la viande, si, beaucoup au Moyen-Âge. Mais ça remplaçait pendant les périodes de maigre. C'est ça. Alors des poissons, des poissons. En même temps, ça a été une source de richesse pour tous ceux qui avaient des étangs. L'étang appartient jamais à un paysan. Oui. C'est simplement à partir de 1450 que quelques paysans, nos grands-pères, aussi dégourdis que les autres, ont créé des étangs. D'abord, c'était une joie. Bien sûr, c'était la fête. C'est la fête comme ça. C'était comme la batteuse, comme le ça cochon, comme etc. ça l'est encore, et Bien comme ça sûr. l'a été. Oh, ça l'est plus maintenant. Ça Hein. l'est beaucoup. Moi, c'est devenu tout à fait industriel. Exactement. Au XIIe, au XIIIe siècle, l'étang appartient toujours à un seigneur important. Soit le comte de Forêt, pratiquement, il a fait le trust des étangs. En commençant par cela, tous les étangs du Bois-sur-Ie, et ensuite en continuant avec les étangs du Roi, Oui. qui s'appelaient en réalité les étangs du Rouet, c'est-à-dire Rouet, les étangs c'est ça, du Moulin. Et tout de suite, lorsque la pêche était finie, alors on les payait. On les payait bien entendu en argent, exactement comme quand ils venaient à la corvée, sur les routes et autres. Et les hommes, ensuite, recevaient une gratification en nature, c'est-à-dire que... J'ai eu la chance, si je peux dire, dès 1940, d'être en contact avec des officiers français qui ont demandé à ce qu'on cache des armes. Et c'était très simple après d'entrer dans la résistance. Alors bien sûr, ce sont des choses que je raconte très peu, parce que chacun de nous est Jeanne d'Arc qui a sauvé la France, et je ne me prends pas pour Jeanne d'Arc.
En tant qu'historienne, ça me faisait mal au cœur d'être obligée de faire sauter des sites où je savais qu'il y avait des restes gaulois ou des restes romains. Alors, on essayait de prouver qu'il valait mieux faire sauter un petit peu plus loin. Et c'est ce qu'on faisait, d'ailleurs. Et entre nous, quand on faisait ce genre d'opération, eh bien, très souvent, on avait l'habitude de dire « hein, ça doit faire plaisir à Vercingétorix ». Vercingétorix ayant lutté contre les Romains envahisseurs, on avait à peu près le même sentiment. Saint-Romain-le-Puy, c'est un prieuré bénédictin fortifié. Bénédictins, c'est les moines de Saint-Benoît. Et ils se sont installés ici, sans doute, vers 550, 600. Les moines bénédictins avaient, outre leur vocation de moine, c'est-à-dire prier, travailler, ils ont eu vocation dès le départ de défricher la terre, c'est-à-dire d'en faire une terre cultivable. Quand elle était en état d'être cultivée, ils la remettaient à des paysans qui en devenaient les propriétaires. Dans la dépendance des moines, ils payaient des impôts aux moines, mais c'était les paysans qui étaient propriétaires. C'est un des plus vieux chapiteaux que nous ayons dans tout le forêt, et il faut le lire avec l'âme de nos vieux grands-pères. C'est une bête issue de l'enfer. Au Moyen-Âge, les bêtes, c'est toujours l'enfer. C'est une espèce de lion qui est en train de dévorer une âme. Sur les bas-reliefs égyptiens ou sur des peintures égyptiennes, ces oiseaux becquettent une grappe de raisin. Pour les Égyptiens, c'est le symbole de la vie éternelle. Et à travers les siècles, à travers la Palestine, à travers le temps, à travers l'espace, ce symbole est passé, mais quand il devient chrétien, il ne s'agit plus d'une grappe de raisin, il s'agit du ciboire, du vase sacré qui a contenu le sang du Christ. C'est bien d'ailleurs ce qu'il y a de plus magnifique dans ces chapiteaux, c'est de voir avec quelle maladresse extraordinaire, parce que c'est maladroit, mais en même temps c'est beau, passer de la section circulaire à la section carrée, en évasant le chapiteau et en faisant des motifs qui permettent, qui utilisent cet espace. Puis il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est les colonnes, sont des colonnes monolithes d'un seul bloc, mais on voit encore très bien qu'elles ont été peintes. Les églises au Moyen-Âge sont des églises qui sont tout entières peintes, toujours pour la même raison, il faut expliquer aux gens les vérités de la religion. Alors, en même temps, il faut que ce soit joli, alors on fait des peintures. Et puis, on attire l'attention sur les grands sujets, et on a ces grandes fresques qui sont dans les arcs de décharge. Ces fresques-là sont du XIIIe siècle et représentent d'un côté le personnage qui est en noir, c'est évidemment Saint Benoît, le patron de tous les moines bénédictins, alors qu'ici, on a un évêque qui est probablement l'évêque Saint-Irénée, le premier évêque de Lyon. Et on voit que tout au-dessus des chapiteaux, les chapiteaux eux-mêmes étaient peints, et au-dessus, la pierre d'attente est peinturlurée aussi. Et les chapiteaux ici sont intéressants, ils sont très différents des chapiteaux de la crypte. Ils sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus récents. Alors, on a un thème avec les têtes de bélier qui surmontent les fameux entrelacs. Alors, tête de bélier, pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que ça rappelle le Christ qui est l'agneau immolé? Est-ce que ça rappelle les sacrifices de la Bible, qui étaient en général les sacrifices d'un bélier? C'est possible. Ça, c'est le premier thème des chapiteaux, avec les entrelacs. Et ensuite, les chapiteaux du chœur, ceux que les gens voyaient bien en arrivant, en allant toucher les reliques qui étaient là-bas, ce sont ces chapiteaux où on retrouve partout la rose, entre plus ou moins des volutes ou des feuilles. La rose, la rose, la rose, la rose, c'est le symbole du pèlerinage. Les gens sont bien dans une église qui va les accueillir. Alors, le forêt, que personne ne connaît, on ne sait pas très bien le situer,
à 80 km à l'ouest de Lyon. Il n'y en a qu'un qui a su en parler, c'est Honoré d'Urfé. Mais il l'a fait d'une manière tellement pompeuse et dans un style si précieux qu'on n'ose pas répéter qu'à 20 lieues à l'ouest de Lyon, il est un pays qui, dans sa petitesse, renferme ce qu'il est de plus rare au pays des Gaules. C'est le Forêt. Alors, évidemment, tous les Forésiens connaissent ça, et même ceux qui n'ont aucune espèce de connaissance quelconque. Vous faites attention. Ça va bien, oui, mieux. Oui. Le travail. Ah ben, Marcel aussi. Marcel Après son aussi. travail, Oui, oui, oui. Et les vaches, vous allez les débarrasser, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, il y en a deux qui ont vélé, là. Qui ont le cerveau et qui vont partir. On se connaît. Tu avais 12 ans. Et moi, j'en avais 6. Elle avait des cheveux tout frisés, Je la trouvais jolie. Oh, oui. Et Ils sont on pas s'est plus amusé féminins. beaucoup, toutes petites, Oh, toutes oui. les deux. Tu te rappelles Eh quand oui. on allait en Champ-les-Vaches? Oh, oui. Quand on allait en Champ-les-Vaches à Visézy, Oui. tu m'avais appris à faire une balançoire Oh. avec les branches d'un saule. On se bransicolait toute la journée. Et puis tu me disais aussi qu'on ne revenait pas dans Champ-les-Vaches tant qu'il n'y avait pas 7 étoiles au ciel. Tu te rappelles ça? Alors on est de vieilles amies. Ah oui. Tu étais Eh la oui. dernière des filles, tu es restée avec la maman et par conséquent tu as fait le travail à la ferme et tout. Ah oui. Quand j'ai besoin de quelque chose, elle met du pain. Ah, ben bien sûr, c'est bien normal, ma Fanny. On est quasi comme deux sœurs, Ah oui. avec une petite différence. Elle était de l'âge de mon frère. Pour ça, en plus, ça fait des bons vieux souvenirs d'autrefois, ça. J'ai bien connu son papa, sa maman aussi. Et on a toujours vécu l'une à côté de l'autre, ça c'est vrai. Au revoir, ma Fanny, à ce soir. Alors, je l'ai appris toute petite sur les genoux de ma mère, parce que ma mère m'a appris à aimer d'abord ce pays et à aimer les gens de Poncin. C'est-à-dire pas de barrière entre la petite fille qui était soi-disant différente, fille d'instituteur, habituée à vivre en ville, et puis destinée à faire des études dès le départ. Bien sûr, pas de différence avec la Fanny, qui savait pas lire ou à peine. Ma mère m'a appris cette absence totale de sens de la différence. Ma mère m'apprenait, m'a toujours appris et l'a pratiqué jusqu'à la fin de sa vie, que c'est plus important d'être un paysan qui aime son métier que d'être un intellectuel qui fait son métier. Le droit de cuissage, ça n'a rien à voir avec la cuisse de la demoiselle, hein, ni même avec les deux. Le droit de cuissage, c'est le droit de la cuisson du pain. Alors, chez nous, comme partout, on disait que quand on faisait cuire les tourtes de pain, les grosses miches de pain, qui pesaient 12 kilos autrefois, des très gros pains, on payait un droit quand on utilisait un four qui n'était pas le four qu'on avait chez soi, qui était le four du hameau, le four du village. On payait un droit, ça se comprend d'ailleurs, et c'était ce droit de, nous dirions, de cuisage du pain. Mais au Moyen-Âge, on disait cuissage. C'était ça, le droit de cuissage. Et puis, dans les livres d'histoire, bon, on a tortillé ça de façon à en faire quelque chose qui fait bien rire le monde, ce qui est complètement idiot. Vous trouvez jamais un seigneur qui a l'idée tordue d'aller coucher avec toutes les filles de son village. Vous imaginez, s'il en mariait 7 le samedi, dans quel état est-ce qu'il aurait été le dimanche matin? Vous essayez de comprendre ce genre de choses. Jamais. Mais vous savez, c'est exactement comme tout ce qu'on a pu raconter. Le seigneur qui faisait battre l'eau des étangs pour que les grenouilles ne chantent pas, parce que ça troublait son sommeil. Ce sont des choses qui sont absolument farfelues. Regardez par exemple là, c'est à Saint-Bonnet-le-Château, c'est la foire du Duvet. Vous voyez? Là? Oui, en haut.
Alors, vous avez une idée de ce que c'était les foires en ce temps-là? Donc, là, c'est quoi donc? Uniquement agricole. Alors là, où on vend les vaches, là également, vous voyez d'ailleurs les femmes, les cochons. Alors regardez comment ils étaient en liberté, complètement. À partir du moment où les gens sentent qu'on les aime et qu'on leur transmet ce qu'on sait, pas avec réticence et pas pour les épater, mais on leur donne en disant, écoutez, voilà ce que j'ai appris, vous en faites ce que vous en voulez. Que ce soit des enfants de 7 ou 8 ans ou que ce soit de grands étudiants, on finit par se faire une fausse famille. Ce sont mes enfants, ce sont mes neveux, et je suis parfaitement heureuse. Et regardez les vêtements, hein. Alors quand je vous disais que c'était au 19e que les gens avaient été les plus pauvres, je crois que je disais bien la vérité. Vous imaginez votre mère habillée comme ça, hein? Et vous, là, les loupiots ou loupiottes, habillés de cette façon-là, avec les cheveux comme ça, vous trouveriez que c'est un peu sévère. La dîme, on la paye pas au Seigneur, on la paye au curé. Et c'est ce qui va permettre au curé non seulement de vivre, mais en même temps d'aider les gens du village. Oh ben, monsieur le curé, vous venez un peu tard, hein? Il a plu sur la récolte. Regardez donc les gerbes là qui sont sur la terre. Le cul du gerbier, eh ben c'est tout moisi. On va pas vous donner les gerbes qui touchent la terre. Eh ben, dit le curé, oui, si c'est tout moisi, ça servirait à rien. Et comme ça, les paysans se sont fait exempter de la dîme. Toute la maison était entourée pratiquement de bois. Des placards, une armoire qui servait aussi à ranger toutes les choses. On avait très peu de chaises chez nous. On se servait surtout des bancs. Et nous avons même trouvé dans la maison, vous voyez les vieilles boîtes qui sont au-dessus de la cheminée, les boîtes de cacao dans lesquelles on mettait toute espèce de choses. Quand on était dans Ce qui m'émeut dans cette église, ce que j'aime par-dessus tout, c'est pas seulement qu'elle soit belle, c'est que je pense à tous ces gens qui sont venus ici, les mains paysannes qui ont construit ces voûtes, les moines qui ont passé leur vie ici au service des autres, tous ces voyageurs qui s'arrêtaient dans cette église et qui, dès la porte franchie, une seule porte, parce que Dieu est unique, devant eux voyaient les 3 ouvertures symbolisant la Trinité, la coupole, comme les arcs outrepassés qui sont un petit signe aussi de l'Orient. Au Moyen-Âge, on connaissait l'Orient, on était en rapport avec Byzance et tous ces signes se sont fondus dans une unité curieuse qui fait que les gens de maintenant comprennent le charme des jours d'autrefois. Au Moyen-Âge, on n'avait pas le verbe aimer en patois. Si, on aimait le bacon, c'est-à-dire le lard, on aimait les pois ou on aimait les poireaux, mais on n'aimait pas sa femme. On ne le disait jamais. L'idéal, on le voit transparaître à travers les termes dont on se servait. Il fallait qu'une femme ait, comme nous disions, je vous demande pardon, un bon paire de cul, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, un bon paire des estomacs, vous comprenez aussi, qu'elle ait des bons bras, bien gros, bien rouges si possible, pour qu'elle soit bien plantée. C'était ça qui était une belle fille. Et de même, pour un garçon, on exigeait les mêmes qualités. Et on parlait des choses sexuelles, excusez-moi aussi, avec une grande liberté. On croyait en Dieu de toute son âme. Ça, véritablement, on ne peut pas comprendre le Moyen-Âge si on ne sait pas ça. On croyait en Dieu, mais on n'était pas bigot.
On traitait les saints avec beaucoup de familiarité, on traitait Dieu avec familiarité, on traitait le diable avec familiarité, quoique avec révérence pour ce qui concerne Dieu, mais on n'était pas, comment dirais-je, entortillé dans de la bigoterie, il n'en est pas question. Parmi les fêtes dont on avait dit qu'on parlerait, il y en a une qui est tout à fait spéciale au Moyen-Âge, qui peut pouvoir vous paraître bizarre, c'est les funérailles. Les funérailles au Moyen-Âge, ça a commencé au moment où le bonhomme ou la femme mourait après avoir fait testament. C'est comme ça que nous sommes si bien renseignés sur les funérailles. Et je vous rappelle quelque chose que vous connaissez probablement pour notre forêt, l'habitude de ne pas chausser les morts. Mais pas de souliers aux morts, c'est une habitude, une coutume qui remonte aux Gaulois. Les Gaulois croyaient à la survie, ils coupaient les pieds des morts, nous on ne coupe pas, mais on ne met pas de chaussures. Et après, bien entendu, qu'on vous mettait là où nous irons tous, mais toujours pas dans une petite boîte, on vous glissait dans la terre, on retrouvait le sens que vous connaissez probablement, tu es poussière, tu retourneras en poussière. On ensevelissait le mort de cette façon-là, le corps recouvert d'un drap de couleur, le noir, le blanc, ça n'interviendra qu'aux environs de 1500. On vous met sous un drap de couleur parce que la mort, c'est la porte sur la vie éternelle. La messe, qui était une messe chantée, bien entendu, jamais de messe basse, et après, le repas de funérailles réunit tous les gens du village, y compris les pauvres qui viennent de tous les villages voisins pour partager aussi ce repas. Et c'est un repas qui compte. On sait ce qu'on va manger au repas. Le bonhomme qui va mourir, le testateur, précise, on mangera 2 vaches, on mangera 4 cochons, on fera cuire 400, 500 kilos de pain pour que tout le monde puisse avoir un bon repas. Ce repas qui est comme la messe, le pain partagé entre gens qui se connaissent. Il n'était pas rare qu'il y ait aux funérailles 300 ou 400 personnes. Alors 300 ou 400 personnes, ça crée déjà une atmosphère de fête. Et petit à petit, on parlait du mort, de ses habitudes, de ses manies. Oh, le Toine, il était brave. Mais vous vous rappelez le jour où il était allé au marché de fer et qu'il était revenu tellement saoul. Il chantait la... Quelle chanson qu'il chantait donc? C'est le genre de choses qu'on raconte encore quand on parle d'un mort. Et c'est vrai qu'on est très triste, mais quand même, on buvait des bons coups. Il fallait bien se réchauffer et puis, comme on disait, arroser le mort. Et puis, au XIVe siècle, à partir de 1348, 2 choses vont se produire. La peste, où on voit mourir les gens dans de très grandes souffrances et d'une manière injuste, puisqu'il y a des jeunes et des vieux qui meurent. La deuxième chose qui se produit à ce moment-là, la guerre de 100 ans, avec les pillages, avec la mort abominable, on tue les gens, on les étripe. Les gens commencent à se représenter la mort, non pas la journée de travail qui est finie, mais les souffrances qui accompagnent la mort, et le sens de la mort va changer. La mort va devenir un objet de peur, un objet d'effroi. C'est l'époque où on va commencer à représenter dans les églises, non pas le paradis qui nous attend tous,
Rappelez-vous notre père Abraham qui nous reçoit dans son tablier, mais au contraire, on va représenter la mort sous son aspect non pas de squelette, mais de cadavre. Ce sont les danses des morts, comme à la Chaise-Dieu, rappelez-vous, vous l'avez vu à la Chaise-Dieu, comme également à Enza, où on voit la rencontre des morts et des vifs, et c'est ce qui va préparer aux grandes idées de la Renaissance. Rappelez-vous aussi, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. On commence à s'intéresser à la vie pour elle-même, et non pas, comme au Moyen-Âge, la vie qui vous prépare à la vie éternelle. C'est là-haut qu'est le cœur de la vraie forteresse. De là, vous ne voyez que les abords. Vous voyez des murs qui sont hauts, vous voyez quelques tourelles d'angle, mais ce n'est pas le cœur de Couzan. Le cœur de Couzan, tout à fait à l'intérieur. Et la partie la plus ancienne, c'est le gros donjon carré, qui est construit complètement sur le roc et qui domine la vallée du Lignon d'à peu près 150 mètres à pic. Et c'est cet à-pic vertigineux de tous les côtés. Nous sommes sur un piton rocheux. C'est cet à-pic vertigineux qui a donné toute sa force et tout son prestige et toute son utilité à Couzan. On ne pouvait pas atteindre Couzan, c'était pas possible parce que de là-haut, de ces murs à la verticale, on pouvait lancer sur les assaillants des quartiers de roc, on pouvait lancer de la poix enflammée. Il était absolument inconcevable qu'on puisse attaquer Couzan. Et Couzan n'a jamais été attaqué au Moyen-Âge. De là-haut, par feu, on pouvait alerter tout le forêt. Couzan, c'est un vieux nom gaulois qui veut dire la rivière qui coule là-bas au pied de la forteresse. Et ce site pour nous est important, pour nous Forésiens, parce qu'au Moyen-Âge, cette énorme forteresse a été bâtie non pas par des Forésiens, mais par les Beaujeu, par la famille de Beaujeu, par les sires de Beaujeu, qui étaient des gens importants. Ce qui est très curieux, c'est que les Beaujeu ne s'hommageaient pas au roi de France. Ils s'hommageaient, c'est-à-dire qu'ils obéissaient à Bourgogne. Et la Bourgogne elle-même s'hommageait, dépendait du Saint-Empire romain germanique. Et c'est pourquoi le roi de France a voulu reconquérir cette forteresse. Il a employé le comte de Forêt pour ce faire. Le comte de Forêt avait un bon prétexte pour faire la guerre aux Beaujeu, parce que les Beaujeu venaient toutes les années ou tous les 2 ans nous piller, nous, Forésiens, qui étions plus riches qu'eux. Et naturellement, la guerre a éclaté entre Beaujeu et Forêt. La guerre éclate en 1175 et elle se terminera en 1222, car les troupes forésiennes se battent avec les troupes de Beaujeu. Pas dans la forteresse, bien sûr. La forteresse est inatteignable, mais assez loin d'ici, aux limites du Beaujolais. Et les Beaujeu sont mis littéralement à genoux. Ils sont obligés de signer un traité de 1222 où, entre autres, les Beaujeu remettent à Forêt cette forteresse. Les gabots, c'est vous.
hein. Eh bien, soit dit entre nous, c'est pas vrai. vrai, hein? C'est pas vrai, là. Pas du tout. Mais ça vous gêne pas. Tandis que ça les gêne. Est-ce que ça vous fâche? Je sais pas, ça vous fait la guerre de 14. Après la guerre de 14, ils étaient mieux. Parce que avant la guerre de 14, le café n'était pas connu. Ça s'est passé à peu près il y a 1000 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À la campagne, ici à Sauvin, comme dans la plaine, c'était à peu près la même chose, les gens vivaient en paix. C'était fini, vous avez entendu parler par l'histoire des grandes invasions, tout ce genre de choses. Mais aux environs de 950, l'an 1000, c'était terminé. Alors les gens étaient au calme et ils ont pu au moins commencer à élever une famille. Mais en même temps qu'il y avait davantage d'enfants, il s'est passé des choses curieuses. On a inventé 3 choses qui ont complètement changé la façon dont on cultivait les terres. On a trouvé la ferrure à clous pour les bêtes. Vous savez, les fers à cheval et les fers à bœuf et à vache. Vous vous rappelez, il y a eu un temps encore où on le faisait. Avant, il n'y en avait pas de fer à bœuf, de fer à vache, ni de fer à cheval. Alors, les animaux marchaient sur leurs cornes. Sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds et ils se fatiguaient vite. Là, on a trouvé ça. Puis on a trouvé une deuxième chose. Pour faire tirer les vaches ou les bœufs, au lieu de leur mettre un joug sur le cou, qui les écrasait, on a trouvé le joug avec la tête. Vous vous rappelez tous ce qu'était le joug et comment on le liait. Et je ne sais pas si les jeunes savent encore lier les bêtes sous le joug. Ah, c'est la deuxième chose, et vous en avez toujours ici, pour les bois surtout, hein, sans doute. Et puis, la troisième chose, ça a été pour les gens qui avaient un cheval, le collier d'épaule pour le cheval, qui permettait au cheval de tirer. Avant, c'était un collier qui était comme mon foulard. Alors, quand le cheval tirait, ça l'étranglait. Il pouvait travailler très peu et pas très vite. Alors, ces 3 découvertes, ça fait qu'on a travaillé bien plus vite et qu'on a voulu installer les nouveaux ménages sur des terres nouvelles. Pour la mangerie à midi. Alors, il fallait qu'elle ait été crevée du poulailler. Alors, les commis lui disaient, mais il ne faut pas manger. Mange-en petit, on n'en mange pas tous les jours du poulet. Alors, elle qui l'avait plumé, qui était déjà. Il faisait manger ça aux commis, hein. Eh bien sûr. Quand même. Jean-Marie, la Mariamo, pas dormi. En voulez-vous de la toile, madame? Bam, bam, Jean-Marie, la Mariamo, pas dormi. Alla curva cu de coampa, la sagni chefaran. Trottoir, Morochin, de Mauron, vient auprès de moi à la cesse, chez Robert à l'hôpital. Moi, je te rends chez ton chien, pour j'appelle ton bout de chien. Une chute vachinerie, pour fumer notre raveri. Une chute nous gris, pour mener le mimi en paradis. Le bébé sautait. On chantait soin, soin, venez, venez, venez. Vous comprenez, je pense. Soin, soin, venez, venez bien. La soin, soin et à loupi. Le mimi, au vous pordre mi. Soin, soin, venez, venez, venez. Soin, soin, venez, venez bien. C'est la même chose qu'on chantait d'ailleurs presque en Auvergne. C'est presque la même chanson. On chante un petit peu. Vous le chantiez aussi? Ça me revient quand même. C'est pas exactement le même. Oui, pas vous deviez dire soum soum. Oui, alors depuis les environs de l'an 1000, hein, vraiment les paysans possédaient leurs terres, ils étaient propriétaires. Et je vous ai dit aussi, on la léguait cette terre à ses héritiers. Et comme je suis une vieille folle, ça vous me connaissez depuis assez longtemps, vous savez, j'ai beaucoup travaillé justement sur les testaments du Moyen-Âge. Parce que nous sommes ici une province qui a gardé beaucoup de testaments. 6500 pour tout le Forêt, entre 1200 et 1453. Pour vous donner une idée, je suis bien contente de le dire aujourd'hui. À Paris, ils en ont gardé 70 seulement. Nous, 6500, c'est autre chose. Et ça permet, bien entendu, de savoir comment les gens mouraient et comment les gens vivaient. Parce que le notaire, c'était en général le curé du coin. Et au moment où le bonhomme faisait son testament, ou la bonne femme, le curé prenait dans ses mains une hostie, qui était une hostie consacrée, et il la levait devant le visage du mourant. Si bien qu'en faisant son testament, celui qui mourait
ne pouvait pas désavantager un enfant par rapport à un autre. Je n'ai pas l'impression non plus d'être un guide. J'ai l'impression de donner à des gens que j'aime. Ce sont les gens de mon pays. J'aime les gens de mon pays. Et je veux qu'ils comprennent ce qu'il peut y avoir de beauté vraie. C'est-à-dire la part que nos grands-pères d'il y a 1000 ans ou d'il y a 800 ans, la part que les grands-pères, leurs grands-pères, comme les miens, ont pris dans cette œuvre qu'ils nous ont laissée. C'est cette espèce de chaîne continue depuis le haut Moyen-Âge jusque maintenant, c'est ça que je voudrais leur rendre sensibles. Ils ne sont pas n'importe qui, ils sont les héritiers de ces gens qui ont fait ça. Et les choses qu'ils nous ont laissées, qui sont belles bien sûr, mais elles sont autre chose que belles. Elles sont émouvantes parce que c'est un travail d'homme et que les hommes qui ont fait ça ont lutté profondément pour le faire, pour accomplir quelque chose qui à l'époque était fonctionnel. Un château, une forteresse, c'est pas fait pour être planté dans un paysage, pour être beau. C'était fait pour être utile à tout le monde. Et en même temps, au Moyen-Âge, on a réussi ce miracle de faire quelque chose d'utile qui était beau. C'est cette rencontre extraordinaire que je voudrais faire saisir aux gens de mon pays, parce que je les aime, c'est tout.